Si en 2010, tu avais investi 10 000 € sur le titre Novo Nordisk, aujourd'hui, tu aurais un joli pactole de 230 000 €. À titre de comparaison, si tu avais fait la même chose avec LVMH qui a connu une ascension fulgurante en bourse au cours des 15 dernières années, tu n'aurais que 100 000 €, ce qui est déjà une excellente performance. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment l'entreprise danoise a détrôné LVMH pour devenir la plus grosse entreprise d'Europe. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas également en découvrir plus sur les fondamentaux de l'entreprise et son niveau de valuation pour savoir si c'est surévalué ou pas. D'ailleurs, petit spoiler là-dessus, la valorisation de cette entreprise risque de vraiment te surprendre. La croissance exceptionnelle de l'entreprise Novo Nordisk au cours des 10 dernières années est due à deux grands éléments. Le premier, ça va être la commercialisation de l'Ozempic, une solution contre le diabète de type 2 qui s'avère fonctionner relativement bien et apporter de sérieux résultats aux patients. C'est un médicament qui se fait sous forme d'injection et qui va venir réguler la glycémie en augmentant le taux d'insuline dans le corps des patients qui ont le diabète de type 2. Maintenant, après quelques mois d'utilisation et de mise sur le marché, ils se sont rendus compte qu'il y avait un effet secondaire qui était plutôt positif. Il s'agissait de la perte de poids. Ce médicament Ozempic était également très bon pour faire perdre du poids aux patients qui l'utilisaient. Il y a d'ailleurs une étude publiée par le New England Journal of Medicine qui montre, après des tests sur des milliers de patients, que les personnes qui utilisent des médicaments similaires, donc le générique de l'Ozempic, ont une baisse de poids de plus de 14% sur la durée de l'étude comparée à ceux qui sont sur un placebo. Alors pour vulgariser au maximum et simplifier toute la chimie qui se passe derrière ça, en gros, quand tu prends une piqûre avec ça, ça va venir travailler sur des neurorécepteurs et sur ce qu'il y a dans ton cerveau et sur certaines hormones pour te faire croire que tu n'as plus faim, et donc ça va te donner une sensation de satiété et tu vas beaucoup moins ressentir la faim, ce qui te fera par voie de conséquence manger moins de quantité. Donc il n'y a pas vraiment de secret. À partir du moment où tu es en déficit calorique ou que tu manges moins que ce que tu ne consommes en énergie dans la journée, tu vas forcément perdre du poids. Une fois qu'ils ont fait cette découverte, ils avaient bien conscience que le marché de la perte de poids était tout aussi gros, si ce n'est plus gros encore, que le marché du diabète. Le problème ou l'opportunité face à laquelle maintenant se retrouve Novo Nordisk, c'est que l'Ozempic, ce médicament pour le diabète de type 2, ils ne peuvent pas vraiment le vendre pour la perte de poids parce que c'est prescrit uniquement pour les diabétiques et qu'il faut une nouvelle prescription différente pour cela, et il n'a pas été approuvé par la FDA en tant que médicament de perte de poids. Ils vont alors refaire tout le processus et changer l'étiquette sur le médicament pour créer le Wegovy qui lui sera approuvé par la FDA et qui pourra être commercialisé en tant que solution pour l'obésité, pour la perte de poids. L'idée derrière ça, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Ozempic et Wegovy, c'est quasiment la même chose, c'est juste un nom différent et vendu de façon différente, prescrit de façon différente. Et à partir de là, il y a eu une viralité énorme qui a été faite sur ces produits parce qu'ils fonctionnent et ils sont vus comme des pilules miracles. C'est vraiment des injections miracles qui font perdre du poids aux personnes. On a même Elon Musk qui, sur Twitter, donc X maintenant, qui a répondu à une personne qui lui a dit « Ah Elon, on dirait que t'es vraiment en forme et que t'as perdu du poids. » Il dit « Oui, c'est grâce au fasting. » Donc le fasting, c'est le jeûne intermittent, et à Wegovy. Donc c'est quand même un énorme coup de pub par une des personnes qui est la plus suivie sur ce réseau social. Pour te donner à peu près une idée en termes de chiffres, on va passer de 62 000 prescriptions par semaine sur Ozempic à plus de 90 000 pour Wegovy. Donc on est sur un marché qui est bien plus gros et sur des revenus qui vont être conséquents par rapport à ça, juste pour le fait d'avoir réussi à vendre ça aux personnes en surpoids. On est également dans un marché global où on a plus de 750 000 obèses et plus de 42% de la population adulte aux États-Unis est considérée comme obèse ou en surpoids. Pour le moment, la demande est si forte qu'il commence à avoir des problèmes d'approvisionnement pour envoyer ça partout dans le monde. À l'heure actuelle, les 5 pays dans lesquels sont vendus les piqûres Ozempic ou Wegovy sont la Norvège, l'Allemagne, le Danemark, les USA et le Royaume-Uni. Et ce qui est encore plus extraordinaire avec ce phénomène Novo Nordisk, c'est que l'entreprise a dépassé le PIB du Danemark. C'est-à-dire que le PIB du Danemark est à 395 milliards de dollars, alors que Ozempic, eux, sont cotés à plus de 400 milliards de dollars de valorisation boursière, ce qui fait que l'entreprise est, entre guillemets, plus grosse que le pays auquel elle appartient. En plus de ça, ils décident de payer leurs impôts au Danemark. Ils ont décidé de ne pas vraiment faire
de montages fiscaux pour réduire un maximum l'imposition. Ils le mettent d'ailleurs en avant, c'est quelque chose dont ils sont assez fiers. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la communication? J'en sais rien, j'ai pas creusé plus que ça, mais quoi qu'il en soit, visiblement ils payent beaucoup d'impôts au Danemark et grâce à ces impôts qu'ils paient, ça permet à la banque centrale danoise de garder des taux d'intérêt assez faibles pour favoriser les autres entreprises, mais aussi de faire des politiques monétaires qui soient plutôt adaptées aux autres entreprises sans les prendre en compte. Ça vient aussi poser des problèmes en termes de chiffres parce que maintenant, étant donné que cette entreprise est tellement grosse que ça vient fausser tous les chiffres de l'économie danoise, donc ils sont obligés de faire des nouveaux barèmes en prenant en compte Novo Nordisk ou en l'excluant des chiffres afin d'avoir quelque chose qui soit relativement proche de la réalité économique du Danemark. Donc maintenant que tu as compris globalement l'histoire qui se cache derrière Novo Nordisk et cette ascension fulgurante, il faut comprendre un petit peu les chiffres. Et en termes de chiffres, on va faire deux choses. On va regarder comment évolue Novo Nordisk, mais on va surtout comparer avec un des concurrents directs qui est Eli Lilly aux États-Unis. En ce qui concerne le dividende, pour Novo Nordisk, on est à 1,13 de rendement alors que Eli Lilly 0,70 avec une croissance annuelle d'environ 18% par an sur les 5 dernières années contre 15% et 27 années consécutives d'augmentation du dividende contre seulement 9. Donc on a vraiment une entreprise ici Novo Nordisk qui semble avoir un dividende bien plus fiable que celui de Eli Lilly. Concernant maintenant la croissance et les fondamentaux, on a un chiffre d'affaires qui a complètement explosé sur les 5-10 dernières années, qui a fait plus que x2, alors que Eli Lilly, eux, ils ont fait plutôt autour de 50% de croissance. Idem pour les bénéfices nets par action et les actions en circulation, tout ça a progressé dans le bon sens. Alors ça a progressé dans le bon sens pour les deux entreprises, mais Novo Nordisk a vraiment écrasé Eli Lilly quand on regarde les chiffres là-dessus. En termes de rentabilité, c'est pareil, on est 2 fois plus rentable pour Novo Nordisk, donc la marge opérationnelle est 2 fois plus grande, et pour le ROIC, donc le Return on Invested Capital, on est pareil, on est 2, 3, voire 4 fois supérieur à la concurrence, donc c'est vraiment un produit qui est excellent pour cette entreprise. On a une entreprise qui a de très très bons chiffres et une très belle croissance là-dessus. Et maintenant pour les derniers critères qui concernent la dette, on a une dette quasiment inexistante avec 0,2 de dette sur equity, donc 20% même pas, 0,2 de dette sur EBITDA, où on aime bien que ce soit inférieur à 4, et une dette sur free cash flow qui est négative, c'est-à-dire qu'on a plus de free cash flow qu'il y a de dette, et donc si on prend en plus de ça la dette nette, c'est toujours aussi négatif, donc c'est quand même assez incroyable d'avoir une entreprise si peu endettée, avoir des résultats pareils. Donc après une explosion aussi forte du cours de la bourse, ça fait quasiment un angle droit, et bien on pourrait se dire que l'entreprise est largement surévaluée, elle se vend à peu près à 40 fois les bénéfices. Et bien étonnamment, pas tant que ça, parce que si on se réfère aux analystes, bien les analystes voient une croissance sur les 5 prochaines années de 19% des bénéfices nets par action de l'entreprise. Donc si on retransmet ça sur le free cash flow, on imagine que sur les 5 prochaines années, on va avoir 19% de croissance du free cash flow et 0% au-delà de ces 5%. Donc ok, on aurait 19% et ensuite ce serait plat. Et bien on aurait une entreprise qui serait valorisée à 841 couronnes danoises et aujourd'hui on est coté à 830. Donc ça ferait que l'entreprise serait légèrement sous-évaluée et ça c'est bien sûr en prenant en compte que ça a augmenté de 19% par an, ce qui me semble quand même assez difficile. Donc on pourrait, en fonction du moyen de calcul et des chiffres qu'on va vouloir sélectionner, imaginer que cette entreprise est plus ou moins à sa juste valeur à l'heure actuelle et qu'elle n'est pas tant surévaluée que ça. Maintenant, s'il s'avère que l'ouverture à de nouveaux marchés fait que les chiffres sont bien meilleurs dans le futur, on pourrait avoir une entreprise qui est sous-évaluée malgré l'énorme explosion qu'elle peut avoir. Et pareil ici, encore une fois, si on compare avec un des concurrents directs qui est Eli Lilly, eh bien on voit que cette entreprise est au minimum surévaluée de 20-25%. Donc ça montre quand même à quel point Novo Nordisk a connu une ascension fulgurante et est en place sur son marché. Donc pour conclure, il y a deux grands points que j'aimerais mettre en avant. C'est que premièrement, Wegovy, Ozempic sont des médicaments qui ont l'air de fonctionner et sont sur des marchés où les gens en auront toujours besoin. Par exemple, les régimes, à chaque fois, les personnes vont perdre du poids. Dès qu'elles vont regagner un peu de poids, bim, ça va se piquer et ça va faire fonctionner la machine à cash. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Ce sont des marchés qui sont vraiment énormes et c'est un produit qui visiblement fonctionne à cette notation de produit miracle. Et donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment booster les ventes. Maintenant, la deuxième chose à comprendre, c'est que c'est un médicament qui n'est pas dans le domaine du brevet. Donc on peut avoir plein de solutions similaires qui arrivent sur le marché. Il y a une grosse concurrence. On a Eli Lilly qui a sa solution et qui vient leur faire concurrence. Je pense qu'on va avoir d'autres pharmaceuticals qui vont venir faire leur concurrence également là-dessus. Donc c'est pas impossible qu'on n'ait pas la croissance espérée, que la concurrence va être énorme par rapport à ce marché. Donc si je devais faire une conclusion sur le titre, je trouve que c'est déjà une histoire incroyable de comment cette entreprise a explosé. À l'heure actuelle, le titre n'est pas si surévalué que ce qu'on pourrait imaginer, surtout quand on compare à des niveaux de valuation que pourrait avoir Nvidia après avoir complètement explosé grâce à l'IA. Là, étonnamment, malgré
malgré l'explosion, on n'est pas si surévalué que ça. Ça reste selon moi légèrement surévalué et je suis pas sûr que ça vaille le coup de prendre le risque. Mais après, tu es libre de faire tes recherches, de prendre les décisions que tu veux. Ça reste quand même pas un investissement qui soit totalement stupide au vu de la conjoncture et des estimations qu'il y aurait sur ce médicament. Si investir dans des entreprises sous-évaluées qui versent des revenus passifs tous les mois est quelque chose qui t'intéresse, je t'ai préparé une liste en lien dans la description de 43 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Tu peux y accéder gratuitement via le lien qui se trouve sous cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces solutions. Est-ce que pour toi, c'est des bons médicaments? Est-ce que pour toi, ça peut être intéressant d'investir dans ces entreprises? Je suis curieux qu'on ouvre les débats là-dessus et de connaître ton opinion par rapport à tout ça. Et également, pense à t'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!